Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en apesanteur. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 29 juin 2021. Il est l'heure de faire un point complet sur les marchés financiers. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Les rendez-vous sur Zone Bourse tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin, version écrite, version audio, tous les jours Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac, et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action, ou en orbite, ou en apesanteur, ou en apnée, comme vous le sentez. Au sommaire de cette émission, donc on fait un focus marché, ensuite on verra les top flops macroéconomiques, puis on passera sur la partie graphique. Alors, focus marché, que s'est-il passé depuis une semaine? Nouveau record historique du Nasdaq 100 et du S&P 500, les taux se détendent, les banques centrales soutiennent, c'est l'été et tout va bien dans le meilleur des mondes. CAC 40 et DAX consolident à plat depuis une dizaine de jours, sous des niveaux historiques, toujours aussi à moyen terme, mais un peu plus neutres à court terme. L'absence de vendeurs, l'inertie des marchés et les injections des banques centrales font le travail pour ce qui est de soutenir les marchés. À moins d'un élément exogène, le marché tient bon et les meilleurs dossiers inscrivent des records historiques. L'optimisme est tempéré, c'est pour ça qu'on fait une pause depuis quelques jours, par les préoccupations toujours bien présentes liées à la propagation rapide du variant Delta et par la prudence de mise à l'approche de la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, les fameux NFP. Le pétrole WTI, qui a fait un parcours magnifique depuis un an, bute sous ses records de 2018. C'est une résistance majeure autour des 74-76 dollars. L'or et l'argent sont neutres à moyen terme et faibles à court terme depuis que la Fed a laissé entendre, et on pouvait s'en douter qu'à moyen long terme, elle souhaitait monter ses taux d'intérêt, ce qui a donné un coup de fouet au dollar américain, et donc l'or et l'argent libellés en dollars ont reculé. Quant au Bitcoin, il est cette fois baladé non plus entre Elon Musk et la Chine, mais entre les pays qui acceptent le Bitcoin comme monnaie d'échange, à l'image du Salvador ou du Panama, et les pays qui régulent comme l'Angleterre qui souhaite interdire Coinbase de mémoire, mais c'est Coinbase sur les produits futurs et donc non pas sur la réelle détention de crypto-monnaies. Attention aux raccourcis qui sont parfois faciles. Mais du coup, le Bitcoin évolue toujours dans un range entre 30 000 dollars, seuil qui a été défendu à 4 reprises, et les 42 000 dollars qui font résistance. Quant à l'Ethereum, on notera qu'il a bien tenu sur les 1700 dollars. Il est un peu plus réactif que le Bitcoin, un peu plus haussier à moyen long terme. On passe au top flop macroéconomique pour comprendre un petit peu ce qui explique actuellement la hausse des marchés, leur tenue. On fait un petit passage par la France. La France a perdu au football, mais elle s'en tire plutôt bien pour ce qui est de son économie, que ce soit les secteurs des services, secteur manufacturier, la confiance, le climat des affaires. Tous sont en train de revenir très fort, très vite, très haut, sur des niveaux de 10 ans, comme dans d'autres zones économiques. Bien évidemment, cette recovery française est en grande partie due à la dette publique qui explose littéralement en passant de 100 à 118% du PIB. Mais la dette, ce n'est pas notre problème, ce sera celui de nos enfants. L'Allemagne est également de retour avec un indice IFO au-dessus des 100 points, pratiquement sur les plus hauts des 10 dernières années. L'Allemagne, la France, l'Europe en général repartent. D'ailleurs, sur ce graphique ici à droite, vous voyez en bleu le PMI manufacturier en Europe qui actuellement explose littéralement au-dessus des 60. Il est sur des plus hauts de 15-20 ans.
Et on voit ici en vert la corrélation forte entre le PIB en zone euro et les indices PMI en zone euro. Les PMI ont explosé, la croissance devrait donc être au rendez-vous au deuxième et au troisième trimestre 2021. C'est le fameux effet rebond post-Covid. Parce qu'on redémarre fort, on a des indices PMI qui s'envolent à travers la planète. Mais qui dit explosion des indices PMI dit aussi coût plus élevé à la production avec des chiffres, avec des matières premières qui se sont fortement envolées ces derniers temps. Du coup, on a des coûts à la production qui s'envolent et il se pourrait que le Consumer Price Index, donc les prix d'inflation, eux aussi s'envolent et suivent ces fameux PMI et cette hausse des matières premières. Donc attention, on a eu une hausse des coûts à la production, on pourrait avoir une forte hausse des coûts à la consommation. C'est d'ailleurs l'inflation le grand sujet de ces derniers temps, avec le mot inflation qui ressort très fortement dans les publications, dans les commentaires des sociétés du S&P 500 concernant leurs résultats trimestriels. Donc l'inflation est et restera au cœur du viseur et des attentes des professionnels dans les mois à venir, à savoir, est-on dans une inflation en hausse spontanée et momentanée, ou est-on dans un cycle de hausse d'inflation fort, auquel cas les banques centrales vont avoir du pain sur la planche. Petit coup d'œil sur la saisonnalité. Ici en noir, la saisonnalité du S&P 500 sur les 30 dernières années. On monte jusqu'au mois de juin-juillet en général, en moyenne sur 30 ans, puis on baisse jusqu'au mois d'octobre graduellement avant de finir l'année en beauté. Quant au VIX, lorsque les indices montent, ils baissent. Lorsque les indices baissent, ils montent. Et en général, juillet, août ou septembre, on s'attend à un moment donné à des secousses. D'ailleurs, attention aux excès, mais bon, nous sommes habitués puisque nous sommes dans des records de records. Vous voyez en gris ici sur ce graphique le marché haussier post-crise, post-forte chute en 1982. Vous voyez aussi le marché en vert, c'est la hausse de 2009-2010. Et vous voyez ici en bleu le marché haussier actuel. Ce que l'on peut constater, c'est qu'en 2009 ou en 1982-3, après un an de forte hausse, on a eu une consolidation à plat, voire même des corrections. Pour l'instant, en 2020-21, on monte tout le temps tout droit. La question est, va-t-on être rappelé par les moyennes historiques, par la saisonnalité? Va-t-on avoir une consolidation légitime après cette forte hausse historique? Bien évidemment, ce sont des comparaisons avec le passé. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais comme j'aime à le répéter, l'histoire ne se répète pas forcément, mais elle rime souvent. Et après une telle hausse, un tel marché haussier depuis 1 an et demi, il ne serait donc pas illégitime que les marchés respirent à un moment donné. Toutefois, ces marchés sont soutenus artificiellement par un dynamisme économique aidé par les banques centrales et les gouvernements. Ainsi, on constate que dans les LBO, donc dans les deals du secteur privé, dans le private equity, les sociétés qui sont non cotées, on a un nombre d'opérations qui est absolument énorme. On peut aussi constater que les buybacks, les rachats d'actions par les entreprises sont absolument énormes. Donc on a un dynamisme économique, une volonté des opérateurs de soutenir les sociétés qui rachètent leurs propres actions, et tout cela aide en plus des États et des banques centrales qui déversent des liquidités toujours plus importantes. D'ailleurs, c'est une grande première, et c'est vraiment ce qui fait de cette période quelque chose d'absolument original, exceptionnel et historique. En 2001, on a eu un épisode récessif, et à ce moment-là, l'argent détenu par les Américains, leur santé économique a baissé. Pareil en 2008. En 2008, on a l'immobilier qui baisse, les actions qui baissent, et donc on a une
une perte pour ce qui est donc des consommateurs américains, des particuliers américains. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020? La richesse des Américains a littéralement explosé. Pourquoi? Parce que l'immobilier est monté à cause du Covid et parce que les marchés sont montés grâce à l'aide des banques centrales et des gouvernements. Donc, c'est la première fois qu'on a une récession qui est aussi puissante que ce qu'on avait eu lors de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est la première fois dans toute l'histoire qu'on a un épisode récessif et que les Américains voient leur capital monter. Grâce à la dette, évidemment, puisque vous avez ici un graphique de la capitalisation boursière mondiale en bleu et vous avez un graphique de l'endettement des banques centrales par rapport à leur PIB. En gros, plus les banques centrales s'endettent, plus leur dette par rapport au PIB devient importante, plus les marchés actions montent. En gros, plus on s'endette, plus ça grimpe. Mais du coup, tout le monde s'endette. Il n'y a pas que les États et les banques centrales, les particuliers aussi. Et ça fait peur. Ici à gauche, vous avez une étude qui a été faite aux États-Unis pour demander aux gens est-ce que vous achetez des actions à crédit. Or, 40% des personnes interrogées ont emprunté de l'argent pour acheter sur les marchés financiers. Et quand on regarde chez les jeunes, on a jusqu'à 80% des intervenants qui ont emprunté de l'argent pour pouvoir les mettre en bourse. 38% d'entre eux ont fait un prêt personnel, 23% ont demandé de l'argent à la famille, 14% ont fait ça sur la credit card. Donc aux États-Unis, que ce soit pour les cryptos ou pour les actions, tout le monde s'est endetté pour acheter des actions, vu que stock only go up, les actions ne peuvent que monter. Et on a donc une allocation des particuliers américains avec un record en termes de pourcentage d'actions dans leur panier total. Les Américains, en pourcentage, n'ont jamais détenu autant d'actions dans le total de leur bilan, de leurs avoirs. Ça fait froid dans le dos. En gros, la bourse ne peut que monter, les banques centrales soutiennent artificiellement, les États balancent de la dette à outrance, donc on a des marchés au plus haut, donc on a des particuliers qui achètent massivement, et en plus ces particuliers s'endettent pour acheter. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ça a intérêt à continuer de monter. Et pour finir, une petite occurrence. Après, vous savez que les occurrences sont à prendre avec des pincettes. Mais voici les petites flèches ici. Ce sont les moments où le S&P 500 a inscrit de nouveaux records historiques. Mais avec moins de 50% des actions du S&P 500 qui évoluaient à ce moment-là au-dessus de leur moyenne mobile à 50 périodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le S&P 500 est en train d'inscrire de nouveaux records historiques, mais qu'il y a moins de la moitié des actions en son sein qui participent à ce mouvement haussier. La hausse ne se fait donc que sur une poignée d'actions. Par le passé, on peut voir que souvent, quand ça a été le cas, il y a eu une respiration, mais parfois cette respiration a mis plusieurs semaines ou plusieurs mois à se mettre en place. Ça veut simplement dire attention. Mais bon, des signaux ou des statistiques historiques qui nous disent de faire attention, on en a aujourd'hui des centaines. Simplement, on a un marché qui est totalement administré par les liquidités qui sont injectées en son sein. C'est la raison pour laquelle on gardera quand même un œil sur le VIX. Ici, vous avez un petit cartoon de Hedgeye, toujours aussi bon. Donc, deux personnes qui regardent un chien en disant « Attention, de temps en temps, il mord », parce qu'en fait, le VIX, c'est le Volatility Index, l'indice de la peur. Lorsque les indices montent, le VIX s'écrase, mais à un moment donné, quand les indices rentrent en correction, le VIX décale fortement. Donc, on suivra les indices, tant qu'ils montent, tant qu'ils sont dans des canaux haussiers, tant que la volatilité est faible, on se laisse porter dans le meilleur des mondes. C'est un peu le système des chaises musicales, tant que la musique bat son plein, on continue de danser. Par contre, si à un moment donné la musique s'arrête, qu'on casse des supports et que le VIX s'envole, il conviendra à ce moment-là d'alléger les portefeuilles ou de les couvrir, et ce pour passer peut-être des vacances un peu plus tranquilles d'esprit.
Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur les marchés à l'heure actuelle, mais je fais quand même des rappels de principe et j'espère que cette première partie vous plaît toujours autant. On va passer directement à la deuxième partie de cette émission. On va regarder indice Forex, matières premières, Bitcoin. Et puis ensuite, vous avez trois catégories, les actions du CAC et du SRD, sachant que dedans, je n'ai pris que des cas particuliers. Air Liquide, super dossier haussier, Atos, dossier épineux, Eramet sur les matières premières, Europcar en recovery, Gossin dans les small caps en difficulté, Ipsen dans un range, Kering pour surveiller le luxe et Oneo sur laquelle il y a eu un cas particulier, une OPA qui ne s'est pas fait. Et puis ensuite, on regardera des belles actions françaises ou européennes qui sont en trend following, voire en GLB, c'est-à-dire qui cassent des records historiques correspondant à leur cours d'introduction. Et on finira par des actions américaines ou canadiennes demandées par des lecteurs. On va commencer par les indices. Donc pour les indices, c'est très simple, la théorie de Dow. Tant que les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts, la dynamique est haussière. On a un beau canal haussier ici sur le CAC avec une borne basse à 6500 points. Même si on en sortait, on a des rappels à 6450 et 6400. Donc on ne sait jamais, petit trou d'air pour mieux rebondir, ce n'est pas inconcevable. On peut constater que la borne haute de cet hypothétique canal, je dis hypothétique parce qu'on n'a que 2 points en haut et 2 points en bas, eh bien la borne haute avait fonctionné à 6680 points il y a une semaine. Donc imaginons qu'on ne baisse pas ou en tous les cas on tienne les supports. L'alerte elle est seulement sous 6400 points. Sous 6400 points on a un risque de correction estivale en direction des 6000 points. Tant qu'on tient, on peut aller de nouveau chercher la borne haute du canal qui se situe vers 6750-6800 points. Voilà. Il faut savoir que c'est l'été, on peut très bien végéter, baisser un petit peu, remonter un petit peu, et ce pendant plusieurs semaines, et ce sans connaître d'accident. Après, pour information, je pars en vacances du 18 au 23 ou 24 juillet, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'on va encore tenir 2-3 semaines avant éventuellement de consolider pendant mes vacances comme d'habitude. Pour cela, on suivra le Holiday Index. Donc voilà, les indices, tant qu'on n'a pas de cassure baissière, business as usual, on continue de faire du trend following et du stock picking. Ensuite, on peut regarder l'or, qui donc est neutre à moyen terme, baissier à court terme. Le dollar est toujours fort, l'or est sur une zone, mais je ne le vois pas forcément réagir ici. On a un range entre 1680 et 1950. On n'a pas réussi en haut. On pourrait revenir vers la borne basse. Même chose sur les cours de l'argent. On est dans un range posé sur MM200. Mais si cette dernière ne tient pas, il n'est pas inconcevable qu'on aille de nouveau faire un tour dans le bas du range. Ce qui est une zone d'accumulation rationnelle et qui plaira aux investisseurs de long terme souhaitant acheter des métaux un petit peu plus bas. Concernant le pétrole, le voici. Là, vous avez une vue élargie. Et vous voyez ici, en 2018, on a tapé une fois 74, une fois 76 avant de corriger fortement. Là, nous voilà de nouveau à 74 $. Et il est donc légitime que le marché bloque un petit peu, notamment aussi parce qu'il attend la réunion des pays producteurs de pétrole. Concernant le Bitcoin, c'est un range. On a tenu le bas du range une nouvelle fois et on rebondit. Et un peu plus punchy que le Bitcoin, on a l'Ethereum, toujours aussi à moyen long terme, qui s'est fait un petit trou d'air sous MM200 mais qui l'a tenu, donc toujours en trend following, et qui a bien réagi sur ses plus bas de fin mai. Donc on a un support horizontal, plus une MM200 en soutien, et une dynamique haussière toujours en place. On va maintenant passer à vos actions préférées. On commence avec du trend following sur Air Liquide. Donc Air Liquide, qui est une des valeurs du CAC les plus solides, on va la regarder sur 30 ans. Voilà ce que cela donne. Un long fleuve tranquille, un dossier de qualité, bien positionné sur l'hydrogène, sachant que c'est à la mode. Superbe tendance haussière en données hebdomadaires. En journalier, je vous ai tracé cette sorte de canal qui dicte à peu près la dynamique.
Donc voilà, certains d'entre vous ont joué la cassure des 144 euros. Au-dessus, c'est haussier. On n'est pas à l'abri d'un éventuel pullback avant continuation de la hausse. On a aussi un petit gap qu'on a laissé ouvert ici. La MM200 rappelle juste en dessous. Donc voilà, je ne sais absolument pas si Air Liquide va continuer de monter tout droit ou faire un pullback avant de stabiliser. Toujours est-il que détenir du air liquide ou accumuler du air liquide sur repli, sur support pour jouer la hausse de moyen long terme est une stratégie qui a déjà fait ses preuves par le passé. Alors qu'acheter une valeur baissière comme Atos a également fait ses preuves, mais dans l'autre sens, puisque acheter des valeurs baissières est rarement très rentable. Atos donc qui est toujours dans un large range. Atos qui a eu des petits soucis concernant ses comptes, et c'est pour ça qu'on a eu des accidents baissiers sur le titre. Ça me fait un peu penser à Solution 30. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent parce qu'elle est baissière et qu'elle approche de support. Et effectivement, ici, on est sous des obliques baissières et si on venait à les casser, il pourrait y avoir un rebond technique qui se mettrait en place. Néanmoins, j'ai rarement vu autant de gens vouloir acheter une action qui baisse, alors qu'on sait très bien que les actions qui baissent ont une probabilité de gain inférieure aux actions qui montent. En plus de ça, quand vous allez sur le site Zone Bourse et que vous regardez la page d'Atos et que vous allez dans la rubrique finance, vous voyez quoi? On attend un chiffre d'affaires littéralement stable sur les 3 ans qui viennent. Donc c'est pas vraiment un truc qui fait rêver. Et en plus de ça, à tout moment, ils peuvent avoir des petits soucis concernant leur compte. Un peu comme Solution 30. Donc dans ces cas-là, personnellement, je sais que je ne sais pas. C'est un dossier baissier épineux, donc je reste à l'écart. Ensuite, Eramet. Eramet, donc ici, on a quand même eu une sorte de configuration du Phénix. Un dossier baissier pendant plus de 2 ans, une stabilisation à plat. Un large range qu'on a cassé par le haut, step 1, étape 1, cassure de MM200, étape 2, cassure de range par le haut, étape 3, début d'un trend following. On est allé rapidement de 20 à 70 euros, donc il y avait bien besoin de respirer. On a une dynamique haussière à moyen terme qui est présente avec une MM200 qui est en soutien, on est haussier tant qu'on est au-dessus des MM200. Casser l'oblique baissière ici que vous voyez sur mon graphique autour des 54,50, 54,70 serait un premier bon point. Et pour pouvoir relancer la dynamique, ensuite il faudrait casser ce niveau horizontal ici à 56,50, auquel cas peut-être qu'on pourrait avoir un retour vers les 65-70 euros, soit les plus hauts annuels. Ensuite Europcar, là on est dans un cas de recovery potentiel, dossier qui a été baissier pendant des années et des années. On est dans une sorte de peut-être théorie de renversement, théorie du Phénix, configuration du Phénix avec dynamique baissière, puis range pendant un certain temps avec des volumes très forts, puis sortie de range. Donc on va dire que pour l'instant on a les premiers éléments d'une éventuelle recovery. Je rappelle que Volkswagen a fait une offre à 0,44 euros sur le dossier qui a été refusée. Raison pour laquelle les spéculateurs donc, ont payé le titre, le faisant gagner 10% de plus que l'offre de Volkswagen, espérant mieux, que ce soit de leur part ou d'autres. On a cassé un niveau de résistance horizontale ici qui est vers 0,4243. Tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt positif à court terme. Après, pour les aficionados du trend following, vous en conviendrez, elle a baissé sous MM200, qu'elle a d'ailleurs testé par le passé très proprement en 2018 notamment. Et donc pour parler d'une véritable recovery et d'une théorie configuration du Phénix, il faudrait certes qu'on arrête de baisser, qu'on latéralise, qu'on casse de la résistance, mais surtout qu'on arrive à casser cette moyenne mobile à 200 périodes, actuellement à 0,54. Ensuite, on peut parler un peu small caps, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette configuration-là, que ce soit du Guillemot, du Gossin et d'autres. On avait parlé de Gossin notamment il y a 2-3 semaines qui était sous une oblique baissière dans un range et on avait expliqué qu'il fallait attendre la cassure d'une part de l'oblique baissière et puis du range pour pouvoir s'y intéresser, sinon on était dans une dynamique baissière. De fait, ce n'est pas la résistance qui a cassé, c'est le support. Pas de signal chez moi, donc pas d'achat.
Et puis par la suite, donc cette moyenne mobile à 200 périodes qui casse et les cours qui se mettent dessous. On attendra que les cours se reprennent éventuellement et cassent la MM200 et l'oblique baissière à 8,50 €. A contrario, on est dans une dynamique baissière et si ça n'arrive pas à passer la résistance, eh ben on pourra continuer de consolider. Donc pour le moment, rien ne presse. Je ne sais plus quelle action comme ça a été complètement neutre pile sur support. Ah oui, The Blockchain Group. On avait vu sur The Blockchain Group qu'il y avait une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts. Elle était posée sur MM200 sous oblique baissière. Casser l'oblique baissière aurait été un bon point. Ensuite, j'avais expliqué que casser le haut du range ici à 1,90 serait le véritable signal de relance de la tendance haussière. Elle n'a rien cassé, donc pas de signal, pas d'achat. Et puis elle a cassé son support. Résultat, elle est un cran plus bas. Donc voilà, il faut faire attention à toutes ces small caps qui ont bien performé l'année dernière ou en ce début d'année. Tant qu'elles seront sous des obliques baissières dans des tendances baissières, il vaut mieux les mettre de côté. Concernant Ipsen, c'est plus pour vous montrer une action en manque de dynamisme. Ipsen a été baissière en 2019 jusqu'en 2020. Elle s'est stabilisée post-Covid. Mais vous voyez que la moyenne mobile à 200 périodes est complètement neutre et que les cours sont compris dans un large range depuis un an. On est passé du bas du range à 66 € ou haut du range à près de 95 € et on a échoué sous le haut du range. Voilà. Donc Ipsen, un dossier qui est relativement neutre, qui a atteint un objectif majeur. On est loin des supports avec un gros support sur MM200 à 78 et un deuxième support, le bas du range, à 67. Raison pour laquelle il faut savoir prendre des bénéfices en haut d'un range lorsque l'on manque de dynamique haussière et qu'on est plutôt dans un rebond de moyen long terme plutôt que dans une tendance haussière de moyen long terme. D'ailleurs, en parlant de tendance haussière de moyen long terme, on peut parler de Kering. Le CAC en ce moment est grandement aidé par le luxe. L'Oréal, Hermès, Kering, toutes les boîtes du luxe explosent. On est dans un range sur Kering. Donc pour le moment, tout va bien. Mais s'il y a quelques moments que ce soit, on casse les obliques de soutien et où on casse le range dans lequel on est en train de latéraliser depuis 3 semaines maintenant, il faudra faire attention. Car si le luxe lâche, le CAC lâchera. Le luxe, c'est 35% de poids dans le CAC 40. Pour l'instant, les acheteurs ont la main. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de 725 €, il n'y a aucun souci. Bravo à tous ceux qui en ont. Par contre, si le luxe plie, le CAC pliera. Et puis pour finir, un cas particulier, Oeneo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller, c'est toujours la même chose, hein, c'est le réflexe zone bourse. Vous ne connaissez pas l'action, vous allez sur zone bourse, vous cherchez Oeneo et là vous voyez quoi? Numéro 1 mondial de la tonnellerie destinée à l'élevage de vin et numéro 2 mondial des produits de bouchage de vin. Donc ça, on aime, ça c'est une belle activité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, fin 2019, il y a eu une tentative d'OPA à 13,50 € qui a échoué. Du coup, après, l'action est retombée, puis elle a fait sa vie et elle s'est stabilisée autour des 11 €. Mais depuis peu, on a un retour des volumes. On a la société en plus qui a mis en place un programme de rachat d'actions et qui peut racheter ses propres titres. Et on a une activité qui continue de croître. Donc c'est pas mal du tout ça. Vous voyez, quand on va sur zone bourse, on voit que 2020, on était au plus haut, 2021, on stabilise, puis ensuite le chiffre d'affaires devrait remonter pour battre des records historiques, tandis que la marge, elle, ne fait qu'augmenter. Donc hausse du chiffre d'affaires, redressement de la marge, des bénéfices au tournant. Et donc un dossier qui avant était dans une belle dynamique haussière, vous voyez. Donc la dynamique haussière est là, latéralisation, ensuite il y a eu la tentative d'OPA, latéralisation, et si on devait se resynchroniser en quelque sorte avec le rythme de progression qui correspond en quelque sorte au rythme de progression de l'activité de la société, on pourrait potentiellement un jour revenir à 14, 15, pourquoi pas 16 €. Donc c'est un dossier particulier, mais très intéressant. Ça me fait penser aussi un petit peu à Mint, Budget Télécom, où il y a eu un échec d'OPA, où le cours végète voire baisse, où on est en train d'aller vers la clôture d'un gap ici qui est autour des 8 €.
Mais je trouve ça intéressant, moi, de pouvoir acheter du mint entre 8 et 9 euros à moyen long terme, parce que l'activité de la société continue de croître et les chiffres sont très bons. Donc il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on ne revalorise pas tout ça. Maintenant qu'on a vu les cas particuliers sur le CAC 40 et le SRD, on peut passer sur les valeurs en trend following avec Carbios. Donc Carbios, pareil, réflexe zone bourse, superbe dossier. Carbios, c'est une société de chimie verte spécialisée dans la conception et le développement de procédés enzymatiques destinés à repenser le cycle de vie des polymères, les plastiques et les textiles. Pour vous donner un exemple un peu simple, Orangina, par exemple, qui faisait des bouteilles en verre avant, est en train de faire des bouteilles recyclées avec Carbios. L'Oréal est également en train de travailler avec Carbios. Donc ici, c'est vraiment une belle société, un business d'avenir. On a cartonné en 2020 sur l'action, du coup en 2021, il y avait besoin de consolider, ce qui est tout à fait légitime. On était bloqué sous une oblique baissière, un petit peu comme les valeurs que je vous ai montrées tout à l'heure, blockchain, Gossin, etc. Sauf que là, on a eu de la news, des bonnes nouvelles concernant donc, les lancements dont je vous ai parlé récemment, avec des gros volumes, pratiquement les plus gros depuis le début de l'année, une cassure d'oblique baissière et une reconquête de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc ici, on a un double, voire triple breakout, horizontal, oblique et MM200, qui a permis de relancer la hausse. On devrait rapidement, néanmoins, approcher d'une zone de résistance autour des 48-49 euros. Et il n'est pas inconcevable de se dire que Carbios pourrait latéraliser un certain temps avant à terme de casser les 50 euros et de repartir en direction de ses plus hauts historiques à 60 euros. En tous les cas, ça fait partie de dossiers originaux, qualitatifs, soutenus par de la bonne actu et en trend following. Ensuite, Cintas Corp au Nasdaq. Ça, c'est tout simplement un exemple pour vous montrer que parfois, aller outre-Atlantique peut avoir du bon. Ici, donc, on a une valeur trend following absolument parfaite. Vous pouvez voir que quand la MM200 casse, ça consolide. Puis quand on regagne MM200, ça redécolle. Quand on casse MM200, ça corrige. Puis quand on regagne MM200, ça redécolle. Il y a une relation à la MM200 qui est quand même extrêmement clean sur cette valeur. On peut donc partir du principe que tant qu'on est au-dessus des MM200, c'est haussier, on achète les replis et les cassures. Si on casse MM200, on se posera des questions. Et vous voyez, récemment, il y a eu un breakout horizontal à 363 qui était très beau. Et on a eu un breakout de plus haut historique à 369 qui était aussi très beau. Donc c'est un titre qui peut s'acheter sur MM200, dans les relances haussières, sur les cassures de résistance court terme ou les cassures de résistance moyen long terme. Ça, c'est du trend following parfait. Ensuite, une valeur qui est intéressante, très intéressante, Kaelera, aux États-Unis. Donc là, on a une tendance primaire haussière et une tendance corrective court terme. Et on a, en plus, sur les dernières séances, une sorte de triangle qui est en train de se faire. Et en plus, très intéressant ici, le triangle se fait pile sur MM200. Plutôt que d'acheter pile poil la MM200, ce qui peut pas... Enfin, on va dire que c'est pour les plus sportifs qui savent acheter pile poil sur l'oblique avec un stop super serré. Les plus prudents, eux, attendront gentiment une éventuelle sortie par le haut de ce triangle pour pouvoir acheter au-dessus des 13 $. Ce qui est assez plaisant ici, c'est que la borne basse du triangle correspond pile poil à la MM200 jours qui jusqu'ici a été très réactive. Donc tant qu'on est au-dessus des MM200, tout va bien. Si on casse 13 $, signal fort. Bien vu et merci au lecteur qui me l'a proposé. Ensuite, l'exemple d'une action parfaite, Miliboo. Donc Miliboo a été introduite en 2015, elle a fait 5 ans de latéralisation, puis elle a cassé ses plus hauts historiques à Noël 2020. Et tout début janvier, elle a fait une GLB. Qu'est-ce qu'une GLB? C'est la cassure du plus haut inscrit au cours d'introduction, ou dans les premiers jours ou premières semaines d'introduction. Donc, très belle GLB ici. En plus, la GLB s'est fait avec un gap et des volumes énormes. Enfin, on va dire des volumes plus importants que d'habitude.
Et ce gap n'a jamais été comblé et depuis elle est dans une superbe tendance haussière avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc si vous faites du trend following, c'est pile le genre d'action que l'on cherche, sur laquelle on va mettre des stops relativement larges parce que ça aime bien faire des mèches, et sur laquelle on va remonter graduellement le stop de protection sous les zones de consolidation ou sous les gaps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un jour ça s'arrête. Mais on ne sait pas quand ça va s'arrêter, c'est du trend following. You have to follow the trend because the trend is your friend. La tendance est votre ami. Donc aucune raison de sortir tant que ça se passe bien. Roche-Beaubois, une action française qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est en train de faire une GLB aussi. Donc Roche et Beaubois à côté en 2018. On a fait un plus haut dans les premières semaines d'introduction à 23,80 €. Phénomène très propre, on est revenu tester 23,80 € la première fois, ça n'est pas passé. Et la seconde fois, c'est en train de passer. Donc ici, on va dire que au-dessus des 23 € pour faire large, parce que c'est une valeur un peu illiquide, on est dans une GLB pour le moment. Alors c'est une GLB de type 2. Une GLB de type 1, c'est une GLB où on reste longtemps sous la résistance puis on la passe en force. Une GLB de type 2, c'est une valeur qui va remonter de très bas jusqu'au point de la GLB avant de la passer. Mais étant donné que la valeur a gagné 50 ou 100% avant d'y arriver, bien parfois cette GLB est un petit peu moins explosive que celle que l'on a vue sur Milibou. Et dans ces cas-là, il faut laisser du temps au temps et il faut aussi accepter qu'on travaille la zone. C'est-à-dire que on a cassé les 23,80, mais on peut très bien revenir à 23, voire un 22 avant de repartir. Ce qui compte, c'est qu'on ait un trend haussier de moyen terme qui soit là, vous voyez, et que la MM200 approche des cours. Donc parfois, on tente la GLB, on latéralise et puis ça se fait plus tard. Toujours est-il que parce que le titre est haussier et parce que le titre inscrit de nouveaux records historiques, on sait qu'il y a du monde qui s'y intéresse. Donc globalement, on cherche des achats pour jouer l'hypothétique suite haussière. Si on veut aller sur des dossiers un peu plus punchy, on peut chercher aussi ce type de configuration-là, SGL Carbone, côté en Allemagne, très intéressante. Donc ici, c'est une action qui a été baissière pendant très longtemps. Depuis 2011, on a chuté. Puis on a latéralisé. Puis on est sorti par le haut et on a cassé MM200. Donc on a ici la théorie du phénix qui se met en place. Longue tendance baissière qui dure des mois voire des années. Latéralisation, cassure de la latéralisation avec des volumes très forts. Et naissance d'une dynamique haussière au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Nous avons donc ici une valeur en trend following qui fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, qui a cassé un énorme niveau à 7,30 €. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par le dossier, on attend un éventuel repli vers 7,30, 7,50 pour acheter, pour jouer l'hypothétique continuation de la hausse. Et pour ceux qui seraient déjà dedans, les stops doivent être sous le bas du canal ou bien carrément sous le précédent creux si vous avez un bon prix de revient. Ensuite, on va sur le Nasdaq avec Tellurian. Là, on est dans un titre qui est un peu plus erratique, mais qui peut avoir l'habitude de belles envolées. Cette action donc était ici vraiment complètement délaissée. Et là, on a un début d'inflexion avec une moyenne mobile à 200 périodes qui se retourne, avec une accélération, une deuxième accélération, et ici un support qui s'est créé sur les 3,80, 3,90 à peu près. Donc voilà, pour le lecteur qui m'a demandé une sorte de cadrage sur ce dossier, tant qu'on est au-dessus des 3,70-80, c'est haussier. On est au-dessus d'un gap que l'on n'a pas comblé. C'est ce qu'on appelle un runaway gap. C'est un gap qui est une impulsion haussière, donc on n'est pas obligé de le combler. Si on revient sous le support, on le comblera et puis on manquera de dynamisme, ça redeviendra neutre. Tant qu'on tient le support, les 3,80, on est susceptible de redémarrer la dynamique en direction des plus hauts récents. Et pour finir, avec les dossiers en trend following, voici Virgin Galactic, que vous commencez à connaître.
Pourquoi est-ce que j'adore Virgin? Parce que cela fait un peu plus d'un an et demi que je la suis et qu'elle est habituée à de belles envolées. Elle nous avait fait une belle envolée ici fin 2020, une superbe envolée ici début 2021. On s'attendait à ce que, après la correction qui durait là depuis des mois, on ait de nouveau donc ce phénomène d'envolée. Vous êtes nombreux à avoir acheté à 20 $ et sous les 20 $. D'autres ont attendu que le creux se fasse pour acheter dans le redémarrage suite au vol réussi, fin mai. Alors bien évidemment, maintenant, tout dépend de votre profil. Vous avez acheté du Virgin à 15-20 $ en 2020 ou même en 2021, vous êtes long terme, vous avez envie d'avoir une action qui fait un peu rêver, qui met la tête dans les étoiles et qui, si tout fonctionne bien, pourrait s'envoler. Vous la tenez et on arrête d'en parler. Et puis, si elle doit faire un vol et échouer, bah elle rebaissera vers les 40 $ et on rachètera parce qu'ensuite on jouera une nouvelle réussite du vol. Et puis si le prochain se passe bien, bah elle casse les 60 $, voire les plus hauts historiques à 63, et elle nous cale un nouveau plus haut historique. Donc oui, sur ce dossier, c'est spéculatif. Oui, on sait, elle est volatile. Oui, on sait, si le vol ne fonctionne pas, elle peut baisser. Si vous n'aimez pas les dossiers volatiles, si vous n'aimez pas les dossiers erratiques, si vous n'aimez pas le côté un peu dangereux du vol, avec le côté binaire, si ça marche c'est bien, si ça marche pas c'est catastrophique, eh bien vous ne tradez pas Virgin. Mais pour ma part, et comme je vous l'ai dit, c'est le genre de dossier qui fait vibrer. Si on parle de voyage dans l'espace, comme je l'ai expliqué l'année dernière dans une interview, bah, si je devais acheter une action pour mes enfants, pour payer leurs études, bah, j'achèterais plutôt ça que du Renault, hein, parce que je préfère miser sur le voyage galactique, spatial, que sur de la vente de voitures. Hein, désolé pour les actionnaires de Renault. Mais pour moi, voilà, la bourse, c'est ça. On choisit les meilleures entreprises, les meilleurs secteurs, parfois des dossiers spéculatifs. Si ça fonctionne bien, on fait x5, x6, x10. Puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, dans votre partie spéculative, pour ceux qui ont du Virgin, je sais, ça donne envie de couper, ça donne envie de prendre des bénéfices. Beaucoup en ont déjà pris. Maintenant, à vous de voir. On vient de passer de 20 à 55. Si vous avez acheté sous les 20, vous êtes large. Il n'y a pas de signaux baissiers pour l'instant. Si vous avez envie d'alléger avant le prochain vol, allégez. Si vous avez envie de tenir jusqu'à 100 $ et de viser moyen long terme et d'arrêter de faire des entrées-sorties ou de sortir sans raison, eh bien, vous fermez le PC et on se donne rendez-vous dans 3 mois. Et en tous les cas, je suis super content parce que vous êtes très nombreux à en avoir et on adore. Voilà. Ensuite, on va passer aux dernières actions, les actions internationales, notamment de la grosse. Amazon. Donc Amazon et Apple en plus qui ont la même tête. Hein. Apple, donc elle est haussière à court, moyen, long terme, mais elle approche d'une zone de résistance majeure. Amazon, même chose, haussière à court, moyen, long terme, mais n'arrive pas à passer sa résistance majeure. Si et seulement si, avec la publication des résultats mi-juillet, ces valeurs arrivent à casser les hauts des ranges, le Nasdaq continuera de grimper et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Si par contre on échoue lamentablement sous ces hauts de range et que les GAFAM commencent à corriger, vous connaissez la chanson. Ensuite, Arista Network. Donc ça c'est une valeur qui m'a été demandée par un lecteur. Valeur intéressante qui était bloquée sous ses plus hauts de 2019, qui a rebloqué dessous début 2020 et qui a réussi à passer récemment. Donc gros niveau de résistance devenu support à 330 $. Si l'action corrige, donc c'est une zone d'achat ici autour des 330 $, ce serait en quelque sorte un pullback sur la résistance cassée. Si vous êtes un peu plus court-termiste et déjà à l'achat, vous voyez ici un petit range avec un support à 360 $. Tant qu'on le tient, ça peut relancer. Si on casse 370, on peut aller chercher de nouveaux records. Si on casse les 360, il y a un risque correctif vers le support de moyen terme. Ensuite, Bombardier au Canada. J'ai pas les actions canadiennes sur mon Pro Real Time. Donc comme d'habitude, le réflexe zone bourse. On va sur zone bourse. On voit que la société est notée 4 étoiles sur 5 en trading, 3 étoiles sur 5 en note d'investissement. On peut voir que sur les finances,
On attend une stabilisation du chiffre d'affaires avec un retour à la rentabilité en 2022-2023. Quelle est la dernière news? Annonce le calcul du prix du rachat de ces billets de premier rang. Oui, bon. Visant la totalité de ces actions de premier rang, donc rachat d'actions, ce qui est aussi un soutien. Et on regarde le graphique de moyen long terme, on voit que c'était quand même sur le long terme pas top. On voit qu'on a été très bas. On est en train de revenir au niveau d'avant Covid. Et en fait, je pense que quand on regarde sur le moyen terme, voilà, on a fortement chuté, on revient sur des niveaux importants, les 1,50 $. Donc si on la suit pour les jours, les semaines qui viennent, ce qu'il faut, c'est rester au-dessus des 1 $. Alors on est à 1,28, ça fait un peu éloigné, je sais. Mais 1 $, vous avez un gros niveau horizontal, c'est un niveau psychologique, c'est en plus le niveau de la MM50 qui jusqu'ici a bien fonctionné en tant que support dynamique. Donc voilà, tant qu'on est avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, tant qu'on est au-dessus des 1 $, ça peut continuer de grimper vers les niveaux d'avant Covid à 1,50, voire pourquoi pas 2 $. Faut pas repasser sous les 1 $ pour ça. Ensuite, CBRE Group. Ça ressemble à Arista Networks qu'on vient de regarder juste avant. Superbe valeur haussière, gros trend following, des plus bas de plus en plus haut. Hop. Après, on peut voir que la puissance du mouvement semble un petit peu ralentir et la hausse se fait plus poussive, voire même on est dans une consolidation à l'horizontale depuis un petit temps. Et on a un niveau de soutien ici à 85, un autre soutien à 82,50. Si vous vouliez l'acheter sur repli, on pourrait même dire que 80 $ serait un bon niveau de repli. Parce que vous voyez ici, quand elle monte et qu'elle consolide par la suite, elle perd 10%. Ici, elle monte, elle perd 10%. Ici, si elle doit perdre 10%, c'est ça. Elle doit revenir vers 81 $. Donc si vous voulez faire du trend following dessus et l'acheter en cas de repli, 80-81. Si vous voulez rentrer sur cassure de résistance, au-dessus des 90 $ et des plus hauts historiques. Coupang. Alors ça, c'était pour prendre l'exemple d'une valeur où il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. C'est une valeur qui, depuis son introduction, ne fait que baisser. Elle tente la stabilisation dans un range. Et on attendra l'hypothétique cassure de ce range par le haut, la cassure des 42 $, pour rentrer à l'achat sur un signal haussier. Pour l'instant, on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, donc c'est baissier. Ensuite, Ping Identity Holding. Alors là, c'est intéressant. On a une intro ici, là, 19-20 $. On s'est fait des petites frayeurs, mais ça a tenu sur les 15 $ ici. Les 20 $, on fait pivot par la suite. Donc ici, la zone un peu de la GLB en quelque sorte. Et donc 20-21 $, grosse zone de soutien. Donc si on revient sur 20-21 $ et que vous connaissez bien le dossier, ça peut être intéressant d'acheter le support. Sinon, vous avez ici un range très propre. Le haut du range est à 25,80-26 $. Et en plus, la moyenne mobile à 200 périodes est baissière et va arriver à son contact. Donc si ici, à 25,80-26 $, on devait avoir une cassure du haut du range et de la moyenne mobile à 200 périodes, ça, ce serait un signal fort. Donc en gros, vous avez une valeur qui est neutre à moyen long terme, un range. Vous pouvez soit acheter la borne basse avec un stop court, soit attendre la cassure de la borne haute pour rentrer sur signal. Ensuite, Realty Income. Ça, pareil, ça doit être un lecteur qui connaît son dossier. Ça fait pas vibrer parce que post-Covid, ça remonte petit à petit. On dirait du Airbus ou du Vinci. Choc Covid, puis remonter en dents de scie. Ce qui est sympa ici, on va dire que c'est le canal haussier qui permet de rentrer et sortir sur des zones basses. Donc en gros, on achète le bas du canal et on vend le haut du canal. Il n'y a pas longtemps, on a échoué sous les plus hauts, pas loin de la borne haute du canal. On végète à plat. La zone d'achat, elle est ici proche de MM200 et des 62 $. La zone de vente en cas de hausse, elle est ici à 74 $. Et on finit avec Sunrun. Sunrun, donc, qui est une valeur qui avait
cartonné en 2020, qui s'est calmé début 2021, comme beaucoup de valeurs US très à la mode. Ici, on a une sorte de creux qui est en train de se mettre en place, de rounding bottom, avec une zone de résistance très claire autour des 60 dollars et de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc en gros, on a une sorte de jouet cassé, puisqu'on avait une belle dynamique haussière qui a cassé. On est dans une latéralisation. Si et seulement si on arrive à recasser les 60 dollars et la MM200, on pourrait avoir une relance de la dynamique haussière de fond. Donc les 60 dollars seront la clé sur ce dossier. Voilà, c'est la fin de cette émission. 50 minutes, format estival. 15 minutes d'introduction, de la macro, ensuite on parle des indices matières premières, tout ça, on arrive à 30 minutes, puis ensuite on se fait, je crois, 20-25 minutes sur les actions. Vous aviez 25 actions, avec des cas particuliers, des cas de trend following, des cas erratiques, des cas épineux, des cas spéculatifs, des cas de GLB, des cas de trend following. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine en tous les cas. Je vous retrouve sur Twitter, les réseaux sociaux, mes analyses sur Zone Bourse, mes passages BFM. Je vous souhaite à tous, pour ceux qui sont en vacances, de profiter de la plage, pour les autres, de profiter, alors j'allais dire du soleil, mais c'est un peu chaud. Le foot, c'est chaud aussi. Bah, vous profitez si vous faites du trend following sur des dossiers haussiers puisqu'ils continuent de monter. Voilà, je vous souhaite en tous les cas à tous, quoi que vous fassiez, le meilleur. Et je vous retrouve très rapidement la semaine prochaine sur YouTube. Au revoir à tous.